Pourquoi m'offres-tu tes lèvres pourprées ? Non, je ne veux pas t'embrasser, Néère, plus dur pour moi que le marbre dur, car de ces baisers de rien, innocents, je fais tant de cas, ma belle cruelle, que pour chacun d'eux je bande tout raide, crevant ma chemise et même la tienne, et que rendu fou par un vain désir, je reste à languir, la verge brûlante. Où vas-tu ? Demeure. Donne-moi tes yeux. Donne-moi aussi tes lèvres pourprées. Oui, je veux t'embrasser, ma douce, plus douce pour moi que doux duvet d'oie. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'à un moment, il écrit à son frère « Je t'envoie une élégie que je viens de faire à cheval cet après-midi ». L'élégie fait quand même à peu près 200 vers. Donc c'est un cavalier qui fait marcher sa tête pendant qu'il chevauche son cheval. Je ne saurais dire quels baisers m'émeuvent. Je les aime humides. Quand tu réunis nos bouches humides. Mais des baisers secs ont aussi leur charme. Ils font dans les eaux couler le frisson d'une vague tiède. C'était à ce moment-là, ce n'était qu'une sorte de topos, le baiser. Le baiser mouillé, le baiser sec, etc. Le baiser tourterin, comme on disait aussi à l'époque. Le baiser à l'italienne, qui était le baiser avec la langue. Et le baiser sec à la française, qui était plus propre, soi-disant. Enfin, voilà. Donc il y avait toute cette typologie de baiser. Mais il n'y avait pas un type de poème qui s'appelait baiser, comme on dirait une ode, un sonnet ou une élégie. Et Segond est certainement l'initiateur en la matière de ce genre. Oui. Il est doux aussi de baiser des yeux qui s'avouent vaincus et de ces bourreaux obtenir pardon. Ou bien de rester penché à baiser sans fin, joues et cou, épaules de neige et gorge de neige. D'imprimer partout une meurtrissure aux joues et au cou, à la blanche épaule, à la gorge blanche ou bien... De sucer ta langue tremblante, à bouche plaintive, et nos souffles fondre en joignant nos lèvres. De laisser chacun le nôtre passer dans le corps de l'autre, quand l'amour se pâme et nous fait mourir. Une vie, une œuvre, Jean Segond, par Florence Marguier et François Connac. Que voulez-vous faire avec une femme que vous adorez, avec une femme qui donne ses faveurs à tout le monde, avec une femme qui est capable de vendre, je dis bien de vendre, ses nuits à 3 personnes différentes, et puis sa porte est fermée aux 3, mais elle garde l'argent, bien sûr. Et lorsque vous êtes amoureux d'une telle femme et que cette femme vous refuse tout, sauf effectivement des baisers, qu'on échange dans les coins des pièces. Et évidemment, il faut arriver à le supporter. Que ton baiser soit rapide ou plus long, léger ou profond, donné ou reçu, il me ravira. Mais ne t'en vas pas me rendre un baiser sans rien inventer. Plaisons-nous tous deux à varier le jeu, et que le premier surpris à manquer d'imagination écoute ma loi, la tête baissée. Qu'il donne au vainqueur autant de baisers de miel qu'il s'en est en tout échangé, mais jamais le même. Roland Guillot, alors on ouvre le livre, c'est le livre des baisers, Bibliothèque du Hérisson, et la traduction, c'est une traduction de Thierry Sandre. Donc j'ouvre le livre, qui est une édition, je crois, de 1922, et il y a un portrait de Jean Segond. Portrait alors qu'il avait environ une vingtaine d'années, conservé à la bibliothèque universitaire de Leyde, en Hollande, qui nous montre un personnage un peu sévère, je trouve, par opposition à ses textes poétiques. Au regard un peu dur. Un peu, Oui, Jean Segond, c'est une sorte d'étoile filante, je dirais, moi, au firmament poétique, puisque, grosso modo, il a vécu 25 ans. Il n'a même pas atteint sa 25e année. Il est né le 15 novembre 1511, sous le nom de Jean Evera Hertz, Jean Segond étant un surnom, un pseudonyme, en quelque sorte. Et il est mort le 25 septembre 1536,
à Saint-Amand en Hainaut, alors qu'il était au service de l'évêque d'Utrecht. Donc, vous voyez, une période de création poétique fort courte finalement, 7 à 8 ans maximum, parce que même s'il était très précoce, là, on dit qu'il a composé les premiers poèmes en latin à 11 ans. Pourquoi second ? On s'est demandé longtemps, on a eu du mal à élucider le problème. Plusieurs hypothèses. Il aurait eu un frère aîné, qu'on avait appelé également Jean, et qui serait mort, donc certainement en bas âge. Une deuxième hypothèse, un oncle, qui aurait porté le même prénom. Bon, on ne voit pas trop le rapport non plus. Et une troisième hypothèse, qui celle-là n'a pas l'air plus sérieuse, il aurait lui-même choisi ce pseudo, en quelque sorte de second, parce qu'il serait né le jour de la Saint-Second. C'est en gros la dernière hypothèse qui est retenue à propos de ce pseudonyme. Nous sommes aux Pays-Bas et nous sommes donc dans un pays extrêmement perméable à l'humanisme. Claudie Balavoine. Et phénomène qui n'a pas été peut-être souligné, mais qui me paraît important pour comprendre la poétique de Second, c'est l'époque, disons vers 1520, 1530, l'époque où les Pays-Bas s'ouvrent à l'influence italienne. Et indéniablement, il y a une réceptivité chez Second à la poésie néo-latine italienne, que bien sûr, il aurait pu connaître uniquement par la divulgation des éditions, mais il y a plus généralement une réceptivité à l'Italie qui se fait jour à ce moment-là. Et je pense que sur le plan poétique, Jean Second en est en quelque sorte le témoin, et qu'on a en parallèle sur le plan de la peinture l'exemple d'un Jan van Scorel, qui est un peintre que l'on réévalue actuellement, et qui séjourne en Italie et qui revient, et qui est un ami de Jean Second. Et non seulement un ami, mais probablement son maître aussi, puisque Jean Second est également un peintre, un sculpteur, un médailleur renommé, enfin tout au moins vanté par ses contemporains. La médaille que voici est l'œuvre d'un poète-sculpteur. Tu m'accorderas ton indulgence si l'art y fait un peu défaut. Elle pourra, cependant, telle qu'elle est, attester au peuple lointain ta piété, témoigner avec loyauté de tes hauts faits à travers les siècles à venir et tenir, ô César, sa place dans l'histoire. En effet, les traits du visage indiquent ce que l'on est, ce que l'on fut. Ils sont le fidèle miroir de l'âme. Pour l'éternité, la médaille des reins fauves de Néron qui nous reste encore fera la preuve de ses cruautés. On y voit sa main dégoûtant du meurtre de ses proches. On y voit les marques du sang maternel, les richesses de la capitale du monde dévorées par un incendie criminel, les corps mutilés de tant de sénateurs assassinés. Ainsi, les siècles à venir, s'ils voient les traits de ton visage, connaîtront ta bonté, connaîtront ta loyauté, et ton zèle infatigable pour la religion et la justice, lors même que les pages de l'histoire ne parleraient point de toi. Il y a quand même une inégalité assez frappante, me semble-t-il, non pas vraiment de qualité poétique au sens où la langue de Second est toujours remarquable, de fluidité, de maîtrise, mais disons au niveau de sa charge émotive et de sa charge poétique pour des lecteurs d'aujourd'hui. C'est la lecture des élégies, de toute cette poésie un peu anecdotique finalement, qui était de règle dans la Renaissance néo-latine, où tout le monde écrivait des vers sur tout et n'importe quoi en latin. Et donc aujourd'hui, ce côté exercice de style a perdu un peu quand même de son intérêt. Alors il y a quelques jolies choses dans le reste de l'œuvre de Second, mais ça n'a pas du tout le même effet, le même impact que ce recueil des baisers, qui est à l'époque une nouveauté tout à fait remarquable. Et alors, est-ce un
coup de génie de Segond lui-même ou de ses frères, puisque l'œuvre est posthume. Donc on ne sait pas si finalement Segond a conçu ce recueil comme devant être une espèce de monobiblos, enfin de livre sur un thème unique, ou bien, peu importe, il y a une cohérence, une unité de ce recueil, dont nous pourrons parler plus longuement, mais qui est évidente. Donc la notoriété de Segond, elle ne s'est pas démentie. Et les baisers, tout s'est concentré autour des baisers finalement. Les baisers sont une œuvre, enfin ça peut paraître étonnant, mais que Spinoza avait dans sa bibliothèque, que Mirabeau traduisait dans sa prison, que Montaigne adorait, que Hugo cite, que Pierre-Louis admire, enfin ça ne s'est pas démenti. Goethe aussi cite avec admiration un vers des baisers, enfin c'est une chose qu'on ne mesure pas aujourd'hui, mais il y a là une pérennité de cet effet poétique qui est assez remarquable. Comme à l'orme la vigne étroitement s'enlace, comme à lieuse élancée s'enroulent les longs bras des corymbes flexibles. Claude Joseph Dora. Puissent tes bras voluptueux me serrer, m'enchaîner de même. Puissais-je par autant de nœuds t'enlacer, te presser, te ceindre de mes feux, me replier 100 fois autour de ce que j'aime, et puissions-nous enfin nous reposer tous deux dans l'extase du bien suprême. Si tu pouvais, Néère, te glisser contre moi pour étreindre mon cou. De moi si je t'approche. Rémi Bello. J'enterrai sur ta bouche un baiser éternel, continuel. Puis, en 100 000 sortes de bras et de mains fortes, sur ton col me lierai d'un nœud qui longtemps dure, et par qui je te jure qu'en baisant je mourrai. Si je pouvais, Néère, d'une éternelle étreinte enfermer ton cou blanc et t'embrasser sans fin. Serrer mon col, maîtresse, de vos deux bras pliés. Pierre de Ronsard. D'un nœud qui tienne et presse, lacez-le et le liez, un baiser mutuel nous soit perpétuel. Goethe a écrit un poème Olivier Serre, qui est dédié à Jean II, absolument. Et qu'est-ce qu'il a dit dans ce poème ? Eh ben, il lui demande de l'aider à écrire un poème sur les baisers. En quelque sorte, voilà, il lui dit « Lieber, heiliger, großer Küsser », c'est-à-dire aimé, saint, grand embrasseur. Et puis bon, tout le poème se développe, mais enfin, il a eu des admirateurs et il a eu des imitateurs, mais des imitateurs qui prétendent l'imiter, qui en fait le traduisent et qui en réalité le pillent. Et parmi ces imitateurs, là, il y a... vous avez Ronsard, vous avez toute la Pléiade, Rémi Bello, j'ai une petite anthologie là des pillards de Jean II, il y a Baïf, il y a Tabureau, il y a Joachim du Bellay, il y a Jacques Grévin, il y a Claude de Butté, il y a Rémi Bello, il y a Philippe Desportes, il y a Amadis Jamis, il y a Jean Berthaud. Mais il y a principalement Ronsard, le principal pillard qui représente à peu près 50%, c'est Ronsard. Et est-ce qu'on sait, Olivier Serre, comment il le pille ? Enfin, c'est en... On peut comparer un baiser de Jean II et un poème de Ronsard. On peut les mettre côte à côte et voir... par exemple, si vous voulez, là, il fait un poème pour Cassandre, c'est « Madame ne donne pas des baisers mais des appâts qui seuls nourrissent mon âme, les biens dont les dieux sont sous, du nectar, du sucre doux, de la cannelle et du baume ». Et vous prenez un baiser de Jean II, que je vais vous lire dans ma traduction, c'est un nectar non des baisers que Néhéra me verse en son haleine au suave parfum. Elle y verse le thym, le nard et la cannelle, et le miel que l'abeille aux cimes de l'hymette va butiner sur les rosiers en fleurs, pétrir en cire et en liqueur, et resserrer dans ses ruches d'osier. Ronsard vous dit du thym, du lys
et de la rose entre ses lèvres écloses, fleurant en toute saison, et du miel tel qu'en limette, la dérobe fleur avette, parce que Ronsard écrit avette lorsque nous écrivons abeille, remplit ses douces maisons. Donc c'est le même poème. C'est une variation sur le texte de Jean II. N'amène ici, ami, je t'en prie, aucun grammairien. Ce sont gens pesants et je ne pourrais rire à leurs dépens comme j'aime à le faire à gorge déployée. Un poète m'a en effet raconté qu'un grammairien connu pour son sérieux était nuit et jour profondément tourmenté de l'impossibilité où il était de se désigner comme docte grammairien au masculin ou au féminin, dans le titre de son remarquable ouvrage, puisqu'il était du genre neutre. À quoi mon poète a répondu : Quand tu veux alléger la pesante affliction d'un pauvre vieux, tu vas l'appeler heureux père. Eh bien, pour désigner tes grammairiens du genre masculin aussi bien que ceux du genre féminin, tous à la fois et tous au neutre, tu n'as qu'à parler du bétail grammairien. Le second vient d'une famille de juristes. Roland Guillot. Son père, Nicolas Everard, devint président du Grand Conseil de Malines après une carrière assez exemplaire, où il est conseiller successivement et avant d'occuper ce poste très important. Il est président du Conseil de Hollande à La Haye et enfin en 1528 il accède à ce poste essentiel qui est donc le poste de président de la Haute Cour, qu'on appelle aussi le Grand Conseil à Malines. Il est en quelque sorte le représentant sur place de Charles Quint. Donc en fait, c'est une famille qui est déjà bien inscrite dans la société par rapport à la cour. C'est une famille d'un haut niveau social. Ah, oui. Le père a écrit 2 livres de droit également, c'est un juriste confirmé, des livres de droit qui ont fait autorité longtemps. Le père est un humaniste également, c'était quelqu'un qui était ouvert, il fréquente Erasme régulièrement. C'est quelqu'un, on a l'impression que Jean II est très proche de son père, puisqu'il dit, je crois, dans le carnet, « J'abandonne les miens, mais je m'arrache des bras de mon père. » C'est quand même fort. C'était quelqu'un certainement qui a représenté énormément pour lui au niveau de la carrière sociale. La carrière sociale est extrêmement importante pour Second. On le voit apparaître à maintes reprises, dans les lettres notamment. Elle apparaît très peu dans les poésies, mais les lettres, là où il livre en fait sa stratégie pour réussir, au niveau de la cour, là ça apparaît beau. Et son père le guide, mais surtout, c'est surtout son frère aîné qui va le guider. Enfin, un de ses frères, pas l'aîné parce que les 2 autres étaient beaucoup trop vieux pour lui, mais parce que Second est le dernier de 18 enfants. Voilà. Ah, c'est le dernier. C'est le dernier, dont 9 seulement ont survécu. Donc vous voyez, il y a des grands écarts d'âge quand même. Donc il y en a un qui joue en quelque sorte le rôle d'aîné, qui va s'appeler aussi Nicolas Everard. C'est comme le père. Olivier Serle, le latin, c'est la langue de Jean II. Oui, c'est sa langue véhiculaire. Je pense que sa langue devait être le flamand. Je crois qu'il ne parlait pas le français. Et le latin, c'est la langue de culture de Jean II, qui était un voyageur. Il a voyagé de la Flandre à Tolède, donc quand même, en passant par la France, par Lyon. Il a parcouru toute l'Europe occidentale. À Lyon, il a rencontré, je crois, c'était... Il est passé à Lyon à un moment où François Ier y était de passage. Mais à l'époque, Lyon était pratiquement la 2e capitale du royaume. Et la cour de François Ier a été assez itinérante. Et donc il a dû passer à Lyon en 1533, au moment de son départ pour l'Espagne. Par rapport justement au latin, donc c'était, dans le contexte de l'époque, c'était véritablement la langue européenne. Ah oui, absolument. C'est la langue transnationale, la langue de culture, la langue d'amour. On le sait, notamment par Jean II, mais il y a toute une pléiade, une vraie pléiade de poètes latins de la Renaissance qui sont malheureusement très oubliés. Je crois que quelqu'un a dit que c'était une Atlantide oubliée. Je trouve l'expression très bien trouvée. Oui, il y a une Atlantide poétique oubliée.
c'est important de voir que ça n'est pas un de ces laborieux de l'écriture poétique latine, comme il y en a tant. Moi qui ai lu pour faire une anthologie jadis avec Pierre Laurence des milliers de vers latins, donc publiés au XVIe siècle, je peux vous dire que vraiment, c'est souvent... c'est parfait, il n'y a pas de solécisme, mais c'est très ennuyeux, parce que on sent bien que ces poètes, si tant est qu'ils méritent, ces versificateurs, dirons-nous, on sent bien qu'ils cherchent à travers cette poésie latine une revanche, atteindre à une forme de gloire, prendre une revanche sur une situation sociale ingrate, enfin tout ce contexte-là, absent évidemment chez Segond, qui est un homme bon de culture et de raffinement, et qui n'a rien à prouver de ce côté-là, et qui peut donc prendre une forme de distance, si vous voulez, et ne pas être esclave de ces modèles de la versification. Je crois qu'il y a quelque chose d'aristocratique, enfin bon, je pousse un peu les choses, mais dans la poésie de Segond, qui se sent à travers des raffinements, des remarques d'esthète. Et puis, j'ajouterai un détail un peu plus concret, si vous voulez, mais qui m'a frappée. Justement, de par le milieu où il évolue, où il grandit, Jean Segond est par exemple un homme de cheval. Bon, vous me direz qu'à cette époque-là, tout le monde plus ou moins circulait à cheval, plus ou moins. On pouvait aussi se contenter d'une voiture attelée. Mais là, il y a chez Segond, il compose par exemple à cheval. On a un témoignage précis d'une élégie où il a écrit composé durant une promenade à cheval. Et il y a là un détail qui m'intéresse parce qu'il y a ce contact, si vous voulez, avec le corps, avec le mouvement du cheval. Et d'ailleurs, je trouve ça prodigieux d'arriver à composer des vers latins comme ça. Mais donc, une espèce, pour moi, ça établit un lien entre, justement, sa poésie et le rapport au corps. Vous voyez, quelque chose qui va ensemble, qui bouge ensemble, en quelque sorte. Et puis aussi, un autre détail, c'était, là encore, on le sait par une lettre, c'était un excellent archer. Il y prenait plaisir, et là, on a encore une espèce de revitalisation de cette métaphore, par ailleurs éculée, des flèches, lancer des flèches de l'amour, et qui apparaît, thème évidemment utilisé dans les baisers aussi. Mais là, soudain, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire on voit ce qu'on appellerait un topos, de la rhétorique amoureuse, devenir quelque chose qui a été éprouvé physiquement, quelque part. Une seule femme occupera donc toutes mes pensées. Une seule femme sera l'objet de mes rires, une seule femme l'objet de mes pleurs. Prends plaisir à reposer languissante dans mes bras, et moi je prendrai plaisir à me coucher, ô ma vie, en ton giron. À exhaler mon âme en te donnant mes baisers, et à sucer les tendres baisers que tu me donneras, ou mon âme, ma lumière, ou la tienne, afin que nous tirions le souffle de vie, moi de ton sein et toi du mien. Ainsi l'amour comblera le printemps de notre jeunesse, tandis que la mort approche, le front nimbé d'un nuage éternel. Quant à vous, jeunes hommes qui remarquez mes soupirs, mes yeux abattus, mon pas chancelant, vous qui riez de mes mots d'ivresse sans aucun poids, si quelque pâleur soudaine envahit mes traits, il n'a pas brûlé pour rien, direz-vous alors, quand vous connaîtrez le prix de mes souffrances. La matière amoureuse et la matière littéraire étaient en quelque sorte à égalité. Il cite un grand nombre de poètes qui ont tous pour très commun, je veux dire, d'écrire en grec ou en latin. Roland Guillot. La langue vernaculaire ne semble pas être, en quelque sorte, faire partie de ses goûts. Une seule poétesse, Jeanne de Lafont, une poétesse française de Bourges, qui certainement est morte de la peste à ce moment-là également. Il a fait 2 tombeaux pour célébrer cette femme, qui avait, paraît-il, tous les dons. Mais c'est la seule qui écrive en français. Sinon, tous les poètes qu'il cite écrivent
ou en latin et grec, ou parfois en italien. Alors, les poètes grecs qui sont ses références, bien sûr, Homère et l'Ascréen Hésiode, qui resteront inégalés parce que, forcément, Second ne s'attaque pas au sujet haut, élevé, au style sublime. Il traite de sujets plus bas, en quelque sorte. Il aime les chants cadencés de Pindare, dit-il, également. Il rend hommage à Sappho, notamment, qui, la première, dit-il, a osé toucher la lyre sacrée. Donc, il lui rend hommage en tant que pionnière. Les Grecs sont aussi présents par la sculpture. Il cite à maintes reprises les grands sculpteurs grecs, Lysippe, Mentor, etc. Phidias, Praxitèle, notamment sa Vénus de Cnide, dont il semble vraiment sidéré par la beauté de cette statue. Chez les Latins, bien sûr, c'est le gros bataillon, si je puis dire, la grosse cohorte de poètes. D'abord, forcément, les auteurs de poésie amoureuse, ce qu'on appelle les élégiaques, Propère, Stibule, Ovide, bien sûr, Catulle, Gallus. Il les cite directement ou il les cite à travers leur maîtresse. D'où le nom, en fait, qui reprend lui aussi par exemple, Nééré, Julia, enfin, le nom qu'il donne à ses élégies. C'est l'habitude, en quelque sorte, c'est les élégiaques. On consacre les livres à un livre ou plusieurs livres à une femme précise. Chez les autres poètes latins, il cite essentiellement des auteurs épiques. Virgile, qui pour lui aussi est un modèle inégalable. C'est le poète qui occupe le premier rang par excellence, bien sûr. Lucain, sa Pharsale. Stas, assez rare, parce que Stas n'est pas tellement connu à ce moment-là au XVIe siècle. C'est Sylve, c'est Thébaïde. Horace, bien sûr, c'est le modèle absolu presque, pour les odes, pour les épîtres, etc. Et à côté de cet héritage antique, il y a tout l'héritage des néo-latins italiens, Pontano notamment, Strozzi, père et fils, Tito Strozzi et Ercole Strozzi, Marulle, bien sûr. Marulle chante une certaine Néère. On peut imaginer qu'il a peut-être emprunté ce prénom à Marulle. Également, il a une parfaite connaissance d'autres poètes qui sont complètement oubliés aujourd'hui, mais de poètes qui viennent plus d'Allemagne, d'Autriche, de Silésie même, un dénommé Essus, Eobanus Essus, H-E-2-S-U-S, qui était le chef de file à ce moment-là du groupe littéraire et humaniste d'Erfurt, un dénommé Logus également, qui était un Silésien, qui a écrit de nombreuses poésies amoureuses, publiées à Venise en 1529, là aussi certainement qu'il a eu, mais ça circulait beaucoup entre eux, entre ces intellectuels qui allaient on se prêtait des livres, on se les rendait, ils se rencontraient beaucoup également. On a un aperçu de cela dans les carnets, notamment à Paris, ils rencontrent plusieurs intellectuels, compatriotes pour la plupart, mais il y a beaucoup de contacts entre eux. Des baisers. Des baisers. Et 100 fois des centaines. Et 100 fois des milliers. Et 1000 fois des milliers. Et autant de milliers que de gouttes dans la mer qui baigne la Sicile et d'étoiles au ciel. Je t'envolerai sans cesse, ô ma belle Néère, tout poussé que je suis d'une force continuelle. Je les volerai à tes joues empourprées, à tes lèvres turgides, à tes yeux si chéris qui gazouillent tant de choses. Mais tandis que tout entier je demeure attaché comme une huître à son banc, à tes joues de vermeil comme une huître fixée, à tes lèvres ardentes, à tes yeux si chéris qui gazouillent tant de choses. Je ne peux plus discerner ni tes lèvres, ni tes joues de vermeil, ni tes yeux si chéris qui gazouillent tant de choses. Cette variété des baisers, s'agit-il simplement d'une espèce de recherche savante, érotique, d'un homme blasé et qui souhaite que quelque invention nouvelle vienne raviver son désir? Ça n'est pas du tout cela chez Second. C'est ça qui me frappe beaucoup, c'est qu'il n'y a jamais d'érotisme au sens justement
technique, si je puis dire, avec la recherche, avec cette distance un peu calculatrice que l'on peut trouver davantage chez un autre modèle de second, dont il serait important quand même de mentionner le nom, qui est Giovanni Pontano. Alors, c'est un poète néo-latin du Quattrocento cette fois, donc c'est presque un siècle plus tôt. Mais il y a là une production tout à fait remarquable. Pontano était un poète remarquablement doué, trop peut-être, parce qu'il y a justement une profusion de poèmes érotiques qui donnent une certaine lassitude au lecteur, il faut bien dire. Mais en même temps, il faut reconnaître que l'on trouve chez Pontano tous les thèmes que l'on retrouvera chez Segond, toute la variété des maîtres, et même dans le choix du vocabulaire, l'emploi des diminutifs, y compris l'emploi des vers en écho. Tout ça est là, déjà. Mais justement, ce qui fait, à mon avis, la différence, c'est, si l'on compare le travail de Segond à cette œuvre proliférante, il faut dire que Pontano a vécu jusqu'à un âge très avancé, que ça n'a pas été le cas de Segond, qui peut-être aurait pu par la suite lasser également ses lecteurs. Mais Segond opère sur justement l'œuvre de Pontano une espèce de travail de focalisation. Alors ça, c'est un point que je juge important pour définir son esthétique. Il y a focalisation parce qu'il y a d'abord focalisation sur le baiser lui-même et pas sur l'environnement érotique du baiser. Oui, bien sûr, Segond y fait allusion, mais c'est toujours le baiser qui est le centre, si vous voulez, de l'émotion, enfin le cœur même, l'expression même du désir et du plaisir. Et là, cette façon de rétrécir le champ érotique au baiser donne, me semble-t-il, à ce recueil une unité, bien sûr, et en même temps une dimension qui dépasse, plus intense, me semble-t-il, que l'érotisme éparpillé de Pontano. Amiche all'ubriaco nome sottrarre voglia l'odiosa vista che fuggono ciò che l'alba porge. Padre Leo Bassareo, Padre Leo Bassareo, sei chiamato chiari accenti. Claudie Balavoie, la poétique de Jean Segond, on reviendra peut-être au rythme tout à l'heure, oui. Mais en ce qui concerne la poétique de Jean Segond, alors il y a, je crois, le fait qu'elle est fondée à la fois sur l'imitation et sur la variation. Oui, cette imitation qui doit susciter chez le poète de la Renaissance une rivalité avec les anciens, ce qu'on appelle la emulatio, est au cœur de cette poésie. Et ce qui lui donne aujourd'hui quand même une double saveur, c'est-à-dire c'est une poésie qui peut parler directement, dirais-je, et en même temps pour le lecteur plus averti, il y a tout un jeu de références qui était extrêmement important à l'époque. On savourait la poésie pour sa qualité intrinsèque, puis-je dire, et puis également pour toute cette habileté à utiliser, parfois simplement par l'usage d'un adjectif, utiliser l'ensemble de la poésie qui avait précédé, qui passait quand même pour le modèle à égaler, si possible dépasser. Mais... Donc, pour l'imitation, il faut, je crois, signaler que Segond ne cache pas du tout sa dette à l'égard des poètes de l'Antiquité classique. Il les cite avec admiration. C'était d'ailleurs là aussi un jeu rhétorique habituel. On
faisait la louange des poètes incomparables qu'étaient pour la poésie élégiaque Tibulle, Properce, Ovide. Et à côté, parce que je le sépare de cela, Catulle. En fait, Jean Second, il fait du Catulle, mais si vous voulez, il y a 2 poèmes de Catulle qu'on peut appeler des baisers. C'est 2 poèmes à lesbie. Tu demandes combien de tes baisers, lesbie, il me faudrait que, pour que j'en eusse assez ou trop, autant que sont les grains du sable de Libye où s'enracine la férule de Cyrène, entre le temple ardent de Jupiter Ammon et le tombeau sacré du vieux Bathos, autant qu'en la nuit silencieuse au ciel il est d'étoiles observant des humains les amours clandestines. Pour que le fou Catulle en eût assez ou trop, il faudrait tant et tant de tes baisers encore que jamais nul jaloux n'en vint à bout du compte, qui nous porta malheur de sa langue maudite. Et il y en a un second qui est sur le même thème. Tu es à moi, lesbie, vivons et aimons-nous, et fichons-nous comme d'une breloque de tous les ragots des vieux schnocks. Chaque soleil éteint se rallume, mais nous, notre chandelle est brève et ne meurt qu'une fois, pour toutes, l'on s'endort d'une éternelle nuit. Alors, baise-moi encore, rebaise-moi et baise. Là, ce vers est pompé à Louise Labbé, qui l'avait elle-même pompé à Catulle. Mais moi, c'est moi qui l'ai pompé à Louise Labbé. Alors, baise-moi encore, rebaise-moi et baise. Donne-moi des baisers par milliers, par centaines, et mille et encore, et cent encore. Puis, quand seront comptés ces milliers de milliers, brouillons le compte, oublions-le, crainte du mauvais œil qu'un jaloux jetterait pour avoir su s'être donné tant de baisers. Et alors là, on a un poème de Jean Second qui sort directement de ce poème de Catulle. Ô caressante plus qu'un blanc rayon de lune, plus nimbé d'or que l'astre de Vénus, donne-moi des baisers par 1000, aussi profus que les baisers donnés à son chantre insatiable par Lesbia, que ceux qu'elle en reçut, aussi nombreux que grâces et amours vont batifolant sur ta lèvre et l'incarnat de ta paupière, tant de baisers que de vie, de trépas, d'épouvante, d'espoir, de joie toujours déçue, de soupirs d'amoureux engendrés par tes yeux. Autant que j'eus de dard fiché, je vous passe la suite, mais c'est manifestement et évidemment une variation sur le thème de Catulle. Et c'est une variation très, très abondante donc de ce jeune homme qui a, quand il écrit cette variation, l'âge qu'avait Catulle quand il écrit son poème, puisque Catulle est mort à 30 ans. Donc voilà, 2 jeunes gens à 1500 ans de distance qui écrivent la même langue, qui ont la même inspiration et qui ont, du moins à mon avis, le même génie. Et Jean Second en hérite, enfin prend ça pleinement, si je puis dire, et stimulé d'ailleurs probablement dans cette reprise et dans le désir d'en faire quelque chose de neuf par un intermédiaire néo-latin qui est Saint-Nazaire, qui a écrit également des épigrammes en indécasyllabe ou en distique élégiaque, enfin, soit ce vers impair de 11 syllabes qui est l'endécasyllabe et qui a justement cette légèreté de l'impair, ou bien alors le distique élégiaque qui est composé d'un vers plus long, l'hexamètre, et d'un vers court, le pentamètre. Mais cela donne aussi une espèce de démarche impaire. Et d'ailleurs, c'est ainsi que Second le qualifie dans une élégie, donc l'élégie au rythme impair ou au pas inégal. Et c'est important, c'est pourquoi j'ai aussi favorisé ces rythmes impairs dans la traduction, parce que ça donne justement cet élan, cette juvénilité en quelque sorte à ces baisers. Pourquoi ta noire chevelure n'envahit-elle pas tout ton front ? Un jour viendra où tes yeux sans vie s'enfonceront en leur orbite et où des cheveux blanchis couvriront ta tête glacée. Alors tes lèvres pâlissantes mendieront en vain des baisers et tes regards émoussés ne séduiront plus personne. Plus une couronne de fleurs n'ornera ta porte, plus un amant ne chantera sur ton seuil devenu muet. Bien plutôt, tant que les destins et le noir fuseau des sœurs le permettent, tant que verdoie le glorieux printemps cueille les roses,
Si on ne les cueille pas, elles languiront sur leurs tiges, puis tomberont. Roland Guillot, dans l'écriture de Jean II, il y a les élégies, qui commencent par une sorte de passion, de récit de passion. 3 livres d'élégies, oui. Oui. 43 poèmes. Ces 3 livres d'élégies dessinent une sorte de trajectoire psychologique, si je puis dire. Le premier livre est consacré à la passion, une passion amoureuse qui est brûlante pour une dénommée Julia. Il appelle ce livre, le premier livre, le Monobiblos de Julia, le livre entièrement consacré. Où là, on a 2 versants, en quelque sorte. 1 à 6, les 6 premiers poèmes nous donnent une vision béate de la passion, naïve presque, crédule, parce que second, j'y reviendrai tout à l'heure, en même temps qu'il raconte, se regarde aimer, et se moque de lui-même. Il est toujours dans l'autodérision. Donc ce premier versant, d'une passion heureuse en quelque sorte, et un deuxième versant beaucoup plus noir, de 7 à 11, où là, la trahison de Julie et l'intrusion du rival viennent mettre fin, en quelque sorte, à cette passion dévorante. Ça, c'est le premier livre. Donc, uniquement le couple, axé sur le couple. Dans le deuxième livre, il va en quelque sorte multiplier les centres, si je puis dire, du livre, en multipliant les maîtresses, Vénéria, Néréa, Lydia, enfin, etc., réelles ou fictives. Certainement beaucoup de... Le genre élégiaque est un genre hyper codifié, donc certainement des maîtresses fictives, mais là-dessus, il écrit pour un Espagnol une élégie pour Gonzalo Pérez, qui était secrétaire d'État en Espagne à ce moment-là, pour une certaine Justine. Donc on a en quelque sorte un éparpillement, une dissémination de femmes, et de passion en quelque sorte. Donc, et en même temps, il s'ouvre à d'autres, il parle de ses frères, par exemple, également. Donc on passe du couple fermé, de cette clôture en quelque sorte du couple, à une ouverture vers d'autres passions amoureuses, d'autres personnages. Et le troisième livre, c'est en quelque sorte le dernière étape du parcours, de cette trajectoire dont je parlais tout à l'heure. Il commence par renoncer à l'amour dans le premier poème, parce qu'il dit, donc il est dans une très belle opposition entre Carmina et Munera, c'est-à-dire entre les poèmes et les cadeaux. Il dit que les femmes sont trop vénales, aiment trop les cadeaux et pas assez les poèmes et les vers. Et donc il décide d'arrêter d'aimer, en quelque sorte. Quand tes tendres bras se ferment sur moi, très étroitement, et que suspendu, Néère, à mon cou, de moi tu rapproches ta gorge et tes seins, ton visage lisse, et qu'en unissant ta bouche à ma bouche, tu mords la première et, mordu, gémis, et darde encore ta langue craintive, et suce encore ma langue plaintive, m'offrant de ton souffle au parfum suave, la brise attendrie, harmonieuse et fraîche, qui ma pauvre vie nourrit, ô Néère. Alors tu m'embrasseras, alors tu me baiseras. Gilles Durand de la Bergerie. Alors de ta lèvre tienne, tu pressauteras la mienne, lâchant ton âme dans moi et tirant la tienne à toi. Alors ta langue lézarde s'efforcera de passer, s'efforcera de forcer d'une secrète escarmouche les 2 remparts de ma bouche qui, contre si doux efforts, ne tiendra guère le fort. Inspirant mon souffle au bord de mes lèvres, souffle trop souffrant d'ardente brûlure, brûlé par le feu d'un cœur qui s'égare. Quand tu peux, Néère, apaiser ma flamme, soufflant de ton cœur l'air qui boit mon feu, oh, sur mon ardeur, brise délicieuse, je m'écrie, amour est le dieu des dieux, et aucun des dieux n'est plus fort qu'amour.
Si pourtant quelqu'un est plus fort qu'amour, toi seul, pour moi, Néer, est plus forte. Exhala topaca me fitin. Ce à quoi cela renvoie aussi, et c'est là où on voit vraiment ce qu'est un vrai poète de la Renaissance. C'est qu'il y a cette tradition grecque, en fin de compte, et puis il y a en même temps la tradition biblique. C'est-à-dire que ce à quoi cela renvoie, ce sur quoi s'appuie Jean II, c'est le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, vous savez, qui commence par ce premier vers « Qu'il me baise des baisers de sa bouche ». Or, qu'il me baise des baisers de sa bouche, et à travers l'échange des haleines, c'est précisément l'échange des âmes et la communion des âmes, l'union des âmes, qu'on le lise littéralement, c'est-à-dire de l'époux et de l'épouse, d'un jeune homme et d'une jeune fille qui vont se marier, qu'on le lise symboliquement, c'est-à-dire soit Dieu et le peuple d'Israël pour la tradition judaïque, soit évidemment Dieu et l'Église pour la tradition chrétienne. Mais c'est cet échange d'âmes qui est d'ailleurs repris. Et je pense que Jean II le connaissait certainement, puisqu'il avait quand même fait des études très poussées, et puis il a été quand même secrétaire de 2 archevêques à la suite, c'est quand même pas pour rien, qui est repris, on le sait, dans précisément le sermon sur le Cantique des Cantiques de Saint Bernard. Si je me rappelle bien, c'est dans le deuxième et le troisième, dans les deux, que Saint Bernard s'attache justement à ce vers, ce premier vers du Cantique des Cantiques, et qu'il me baise des baisers de sa bouche, et dans lequel il explique, dans un érotisme divin absolument incroyable, que précisément le Saint-Esprit, c'est le baiser que le Père donne au Fils. C'est-à-dire, c'est l'échange d'haleine entre le Père et le Fils, et donc c'est l'échange d'âme entre le Père et le Fils. Et tout cela, il faut l'avoir en tête, je pense, lorsqu'on lit Jean II, de se dire qu'il y a une extraordinaire texture philosophique, une extraordinaire texture biblique, en fin de compte, de tradition de la théologie chrétienne, et que, en même temps, tout cela est repris dans l'érotisme qui est celui de l'érotisme de la Renaissance, dans lequel on peut être à la fois dans l'érotisme sublime de Platon et en même temps évidemment dans l'érotisme immédiat des corps entre eux et avec la gradation du corps à l'esprit. Ce qui fait que c'est cet horizon finalement que nous ouvre Jean II et qui nous ouvre en même temps ce spectacle en quelque sorte, ce panorama des délices en fin de compte, et pour ne pas dire, prononçons le mot, de la jouissance. Mais quelle folie t'as prise! Pourquoi donc, petite sotte, te jeter ainsi sur moi, déchirer ainsi ma langue d'un sauvage coup de dent? Toutes ces flèches pointues que tu m'as plantées au cœur, moi, ton unique victime, seraient donc trop peu de choses si tes dents audacieuses n'outrageaient? Quel sacrilège! Un organe aussi sacré? Souvent au soleil levant, souvent au soleil couchant, tout le long des jours sans fin et de mes nuits d'amertume, il célébrait ta beauté. Tu ne sais donc pas, ingrate, que c'est elle, oui, ma langue, qui, bravant l'ire de Zeus, en doux chant porta au nu les jolis cheveux bouclés, les jolis yeux effrontés, et la gorge délicieuse, et la poitrine laiteuse de la gracieuse Néer à rendre les cieux jaloux? C'est elle aussi qui te nomme mon salut. C'est elle aussi qui te nomme mon salut, ma renaissance. Toi, la rose de mon âme, qui t'appelle mon désir, qui t'appelle mon plaisir, qui t'appelle ma Dionée. Toi, ma douce colombelle, toi, ma blanche tourterelle, à rendre Vénus jalouse. Est-ce là? Est-ce donc là ce qui t'a poussé, cruel, à blesser ainsi ma langue? Cruel, à blesser ainsi ma langue? La focalisation, c'est aussi, cela implique, outre l'idée au demeurant géniale sur le plan éditorial de faire un recueil uniquement sur les baisers. C'était le premier à faire ça. Ça a été ensuite, on a fait des recueils de baisers, des recueils consacrés aux yeux, ou des recueils consacrés aux cheveux. Enfin bon, ça a été soudain, ça ouvrait un champ à la production poétique. Et la focalisation, c'est aussi la focalisation sur la bouche.
ça ne veut pas du tout dire qu'il y ait le moindre fétichisme. La bouche, ça n'est pas une simple partie du corps pour Segond. C'est la porte de la vie, du souffle, de la vie que l'on donne ou que l'on reçoit. C'est la porte de la parole, parce que le désir et le plaisir dans les baisers de Segond se disent aussi, se parlent, s'entendent. Et tout cela, tout ce potentiel-là est en germe dans ce choix du baiser comme thématique essentielle. Alors, cette focalisation sur la bouche implique que les éléments extérieurs disparaissent d'une certaine façon. Donc il n'y a pas dans les baisers de description de la femme aimée, par exemple. Et ça, c'est tout à fait étonnant, parce que c'est un recueil qui tourne autour d'une figure féminine unique, qui s'appelle Néère, même si il ne faut pas chercher derrière ce nom une personne réelle. Bon, c'est la femme aimée, je dirais, mais enfin, c'est quand même une personne unique, et dont on ne sait rien physiquement. Quelle est la couleur de ses cheveux? On a dit par exemple, Néère était blonde, parce que on a trouvé dans un poème une allusion à Néère aux cheveux d'or. Mais si on regarde de près, il s'agit de quelqu'un qui admire une médaille ciselée par Segond et qui parle de Néère aux cheveux d'or. Mais bon, on voit pas très bien. Non, c'est pas une médaille, mais en fait c'est une sculpture. Enfin. Il n'y a pas de couleur en sculpture ni en médaille, donc c'est cheveux d'or probablement. C'est pour ça que je pensais que c'était une médaille d'ailleurs, parce que probablement c'est le cuivre ou je ne sais pas quel était le métal utilisé qui brille. Bon. Et on ne sait pas si elle était grande ou petite, enfin on ne sait rien d'elle. Il y a, à part ce topos attendu de la blancheur de la peau, des lèvres roses, des joues roses, c'est tout. On ne sait absolument rien d'autre. Donc, tout ça parce qu'il y a cette concentration sur la bouche et le baiser, et comme le dit d'ailleurs Segond dans un de ses poèmes, eh bien, il faut choisir. Si le baiser vous retient, les yeux ne peuvent pas jouir du visage que l'on embrasse. Dami suaviurum dicebam blanda puella, libasti labris mox mea labra tuis, inde velut presso qui territu sangue resultat, je lis comme Jean-Paul Delin, ora repente meo velli sabore procul, non hoc suaviolum dare lux mea, sed dare tantum est desiderium flebile suavioli. Comme je réclamais de ta suavité la douceur d'un baiser, d'un vol léger ta lèvre a effleuré ma lèvre, puis sitôt effrayée comme au froid d'un serpent, ta bouche se reprend et se vole à ma bouche. Lumière de ma vie, cela n'est point baiser que d'offrir seulement le regret déchirant du baiser. Michel Cazenave, l'art du baiser pour Jean Segond semble être une sorte de véritable hymne à l'art d'aimer. Lorsque Jean Segond chante les baisers qu'il a donnés à Néère ou qu'il a reçus de Néère, en sachant d'ailleurs que c'est les seules choses qu'il ait jamais données et qu'il ait jamais reçues de Néère, alors qu'il aurait bien voulu avoir tout à fait autre chose, mais apparemment Néère le donnait à tout le monde, sauf à lui. Mais c'est comme ça qu'on fait les poètes aussi. Donc lorsqu'il parle de ces baisers, on voit que Jean Segond en réalité est bardé d'une immense érudition, à cela près qu'évidemment ça ne se sent absolument pas dans ses poèmes, qui sont pris d'une telle inspiration que tout le socle, si l'on peut dire, qu'il y a en dessous, on ne s'en rend pas compte. Mais il faut voir que en réalité, Jean Segond joue tout le temps, puisqu'il écrit en latin, sur le double sens du mot anima. Puisque anima, ça veut dire l'âme, et anima, en même temps, ça veut dire le souffle. Ça veut dire l'haleine, qui renvoie à un vieux radical indo-européen qu'on retrouve dans l'anémos grec, le vent, etc., etc. C'est-à-dire que souvent, dans le baiser, est-ce que c'est un échange des âmes,
ou est-ce que c'est un échange des haleines qui se fait? Et là, il y a une grande ambiguïté et une ambiguïté extrêmement riche. Une ambiguïté extrêmement riche parce qu'à travers précisément l'échange des haleines, disons d'ailleurs même, disons les choses comme elles sont, l'échange des salives et l'échange des humeurs, et il y a des poèmes où il en parle, c'est en fait l'échange des âmes qui se flaient. Or cela, ça renvoie, il faut le voir, à une très longue tradition et en même temps à toute une philosophie qui remonte jusqu'à Platon, puisque dans l'anthologie grecque, on sait qu'on trouve un distique fameux de Platon, enfin, ou attribué à Platon, tout au moins, mais c'est assez consonant, évidemment, avec un certain nombre de choses qui sont dites dans le banquet, qui est, alors évidemment, Platon, ce sont des amours garçonnières, si l'on veut dire, mais qui est mon âme, quand je baisais Agathon, était sur mes lèvres, mon âme, elle était sur mes lèvres, et elle y était venue, la malheureuse, comme pour passer en lui. C'est-à-dire cette idée que, précisément, il y a échange des âmes. Ce qu'on va trouver, par exemple, dans le 10e baiser de Jean II, quand on voit très bien que l'expérience amoureuse se développe selon deux plans. Le début du baiser, c'est le plan de l'échange corporel, l'échange des haleines réelles, l'échange des salives, l'échange des humeurs, justement. Et le second plan, qui vient ensuite, qui est la seconde partie du poème, qui est l'échange spirituel. C'est-à-dire qu'à travers les haleines, et justement jouant sur cette ambiguïté du mot anima, il s'en sert tout le temps, est-ce que l'anima c'est l'haleine ou est-ce que l'anima c'est l'âme? Et l'âme que l'on donne l'un à l'autre. Le divin, dans les baisers de Jean II, ne s'éprouve pas dans un au-delà du baiser, mais dans le baiser lui-même. Et une des absurdités de l'interprétation néo-ficinienne des baisers, c'est que on sait bien que pour les néoplatoniciens, seul il y a une hiérarchie des sens, et que seuls ont une valeur, la vue, et à la rigueur l'ouïe, et puis c'est fini. Ensuite, les autres sens sont considérés comme appartenant à l'amour férinus, la mort férinus, enfin, ne sont pas acceptables, sont même à l'opposé de cette hiérarchie et de cette ascension que l'amour, dans un sens extrêmement abstrait, est amené à faire parcourir à l'initié, enfin à celui qui entreprend cette démarche. Donc, à cet égard, il est évident que, jamais d'ailleurs Ficin n'a parlé de baiser, et que tout ce qui est de l'ordre des sens bas, évidemment, est complètement condamné, est absent, totalement absent de l'univers néoplatonicien. Or, ce que fait Second, il n'est pas le seul, encore une fois, il y a toute cette poésie érotique italienne, néo-latine italienne que j'ai mentionnée tout à l'heure, il est loin d'être le seul, mais il le fait avec une intensité particulière, c'est-à-dire redonner pleinement leur valeur au sens du goût, de l'odorat et du toucher. Et il y a une unité, si vous voulez, de la perception physique qui n'exclut aucun sens et qui même renverse la hiérarchie platonicienne, puisque la vue, finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne joue pas un rôle fondamental dans cet univers des baisers. Et quand il y a d'ailleurs une description, c'est en général soit un paysage mythique, mythologique, enfin un décor, Vénus sur le mont Cythère, ou bien la promenade dans les Champs-Élysées, enfin ce sont des univers décrits, enfin plutôt esquissés que décrits, mais qui sont dans des mondes non réels. Donc ce qui est de l'ordre de la réalité, c'est avant tout ce qui se touche, ce qui se sent, ce qui se goûte. Et il y a là une façon d'assumer pleinement donc sa réalité charnelle. Et alors ça ne veut pas du tout dire chez Second que cela implique
une espèce d'épicurisme au sens vulgaire du terme. Ça n'est pas du tout ça. C'est parce qu'à travers ces sens, ce que l'on peut arriver justement à atteindre, c'est la fusion. La fusion, c'est le regard ne vous donne pas cela, ni l'ouïe, bien sûr. L'interpénétration, goûter l'autre. Et non seulement il y a cette fusion des corps, mais il y a aussi cet échange des souffles. Et c'est là qu'on touche à quelque chose qui est de l'ordre du divin, dans la mesure où le souffle de l'aimer va redonner vie à l'amant épuisé par les doux combats amoureux, va lui redonner vie. Et dans l'échange des souffles, c'est l'échange des vies. On va soutenir la vie de l'autre. Et le souffle est ce qui permet également de pénétrer le corps de l'autre en le faisant vivre et revivre. Donc il y a là quelque chose, il y a presque, il y a une divinisation de l'érotisme, si vous voulez, chez Segond. Épuisé du doux combat, ô ma vie, je gisais hors d'haleine, toute mon âme perdue, ma main à l'abandon, tout autour de ton cou. Et tout mon esprit consumé dans ma bouche en feu, il était impuissant à ranimer mon cœur d'une haleine nouvelle. Déjà devant mes yeux coulaient les eaux du Styx. S'étendaient les domaines où ne brille nul soleil, et de Caron chargé d'an, venait la barque blême quand toi, du plus profond de ton sein, tu expiras un baiser qui s'en vient mouiller mes lèvres sèches. Ce baiser, il m'a arraché à la vallée du Styx. Il a obligé le vieillard à conduire barque vide. Non, je me trompe. Il ne tire pas en ramant sa carène vide, et mon ombre affligée nage bien chez les mânes. Michel Cazenave, dans Les Baisers, Jean Segond demande à Néère de se faire déesse. Alors, on sait très bien que Néère est une gourgandine, et en même temps, lui, il la voit comme une déesse. Oui. Et alors, rappelez-vous quand même, et il suffit de lire les philosophes de l'Antiquité, que les déesses de l'Olympe étaient des gourgandines. Donc tout cela va parfaitement ensemble et ne pose strictement aucun problème. Et à la limite, je dirais, c'est... Là aussi, il faut pas être romantique. Ce n'est pas la femme perdue sur laquelle il sublime et sur laquelle il imagine qu'elle est dans un ciel complètement éthéré, etc. En réalité, il sait très bien ce que c'est. Et si ces poèmes sont tellement beaux, c'est parce qu'il souffre de la réalité telle qu'elle est. Et il faut se remettre là aussi, je pense, dans ce qui est l'âme ou ce qui est l'horizon psychique d'un homme du XVIe siècle, c'est-à-dire qu'être déesse et être gourgandine en même temps, cela n'est absolument pas exclusif l'un de l'autre. On n'est pas dans un processus de sublimation, on est en fait dans un tour rhétorique. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une très vieille tradition qui remonte jusqu'à la poésie hellénistique, la poésie de style anacréontique, et puis évidemment les poètes nouveaux, si on peut dire latins, à partir de Catulle, etc. Donc là aussi, il joue en réalité avec des tours qui sont des tours rhétoriques, avec un certain nombre d'images qui sont tout à fait classiques. Mais le problème, c'est la manière dont il arrive, je dirais, à les rendre vivants. À ce que ça ne soit pas, parce que souvent lorsqu'on lit des imitations de Rémi Bello, par exemple, j'aime bien Rémi Bello par ailleurs, mais bon, on voit bien quand même que l'usage de la mythologie, il est imposé, si l'on peut dire. Ce sont des figures de style imposé. Or, ce qui est extraordinaire avec Jean Segond, c'est que les figures de style imposé, tout à coup, ne sont plus des figures de style.
on peut les lire, nous, aujourd'hui, à la limite, même sans connaissance de la mythologie, en sentant la brûlure dont il parle, en sentant la morsure, puisque Néa, par exemple, elle adore mordre sa langue. Bon, et ça va faire mal, hein. Quiconque en a eu l'expérience sait ce que c'est. Bon, et lui, il le chante. Et lorsqu'on le lit, eh bien, effectivement, ça devient absolument merveilleux. Et c'est là où est sa modernité, je dirais. C'est que précisément, il sait que le langage n'est que du langage, il sait qu'un texte n'est qu'un texte, mais qu'on peut jouer avec le texte, et qu'on crée aujourd'hui on appellerait un extra-texte, en fin de compte, dans lequel passe tout l'érotisme, dans l'au-delà du texte. Grammairien, dites-moi, pourquoi le con est du genre masculin tandis que la verge est du genre féminin? Pour moi, et pour un représentant de votre engeance vénérable, voici ce que nous avançons en fronçant d'épais sourcils. La seule affaire de la verge, c'est le sexe des femmes. Elle revendique normalement pour elle le genre féminin. Le con, qui sans trêve ni lassitude se consacre à la chose des hommes, est, à bon droit, du genre masculin. Roland Guillot, qu'est-ce qui lui apporte personnellement? À partir de ce matériel, qui fait en quelque sorte un fond érotique, également constitué d'images, bien sûr, j'ai oublié des métaphores usées, en quelque sorte, comme la métaphore de la plaie, la métaphore de la mancère, c'est-à-dire esclave, etc., de la guerre, que se livrent l'amant et l'amante, etc. Bon, toutes ces métaphores font partie également de son fond élocutif. Mais Second est capable, c'est en cela qu'il est un grand poète, c'est qu'il ne se contente pas de cette imitation. Il est capable de transformer le modèle en contaminant plusieurs sources, mais parfois en inversant carrément le sens. Il inverse le sens. Par exemple. Pour la première élégie, l'élégie du départ, celle où il donne sa poétique en quelque sorte, où il dit qu'il ne peut pas écrire dans un style sublime et traiter de hauts sujets, mais qu'il ne peut que parler d'amour. Bon, le schéma est évidemment une élégie d'Ovide, également l'élégie initiale des Amores, des amours. Mais là aussi, il le transforme. Il insuffle à l'intérieur des souvenirs d'autres poètes, notamment du père et du fils Strozzi. Et de la sorte, il arrive à individuer sa parole, à lui donner une épaisseur différente de celle du maître. Il rompt en quelque sorte il arrive en quelque sorte à se détacher de la parole magistrale et à s'individuer en tant qu'écrivain. En quelque sorte, il tue le père d'une certaine façon, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un jeu, le jeu J-E du poète. C'est ça, une persona, si je puis dire, naît en s'appuyant sur un héritage et dans un traitement iconoclaste de cet héritage, dans un deuxième temps, en quelque sorte. Et alors cette persona, ce jeu, va être chez Jean Second, si on prend par exemple la première élégie, il va être de quelle qualité? Comment est-ce que lui se définit? Comment est-ce qu'il se regarde en fait? Alors, voilà, ça c'est le troisième aspect des élégies, si je puis dire, de Second. C'est la grande originalité, je pense, mais c'est un petit peu en même temps inspiré des amours d'Ovide, parce que Ovide a un petit peu cette espèce d'autodérision vis-à-vis de lui-même. Mais Second pousse au-delà cet aspect autodérisoire. Il se regarde aimer, en quelque sorte. Et il se place a posteriori. On lit de près les élégies, les temps sont des temps du passé, au départ. Il installe délibérément, dans une visée rétrospective, cette histoire d'amour. Et il essaye comme s'il essayait de comprendre ce qui s'était passé. Et comme s'il essayait de donner une cohésion, une cohérence à ce qui est arrivé. Une sorte l'écriture devient une sorte de cure, en quelque sorte, pour lui, d'une certaine façon. Mais alors lui, il se regarde comment? C'est-à-dire qu'il se voit comme étant... Il se moque de lui. Il se moque de lui. En quel terme? C'est pas aussi direct, mais il s'amuse par des rapprochements entre deux élégies. Par exemple, à un moment, il s'amuse à dire du rival, de son rival vis-à-vis de Julie, qu'il ne tient pas Julie entre les bras, véritablement, qu'il s'est trompé, qu'elle est partie, etc. Et dans l'élégie d'après, c'est lui
qui est en train de rêver d'avoir Julie dans ses bras, qu'elle est rentrée, qu'elle est revenue. Et donc, oui, par cette espèce de rapprochement entre les deux élégies, il se moque vis-à-vis complètement de lui-même. Nous avons vu aussi sur les bords où la Seine roule ses ondes blondes, le manoir à demi détruit, habité jadis, dit-on, par une reine cruelle en proie à de funestes passions. Il gît aujourd'hui solitaire, le temps a vengé la crime, et, battu par les ondes, demeurent des vents et des pluies. Des oiseaux funèbres gémissent là, tard dans la nuit. La tendre cyprisse qui hait les amours sanglantes ne laisserait pas l'oiseau de Chaonie construire là son nid. Là, la strige, là, les furies volettes, là, une foule d'ombres se lamentent sur leur destinée en de rauques gémissements. Ainsi, cette demeure témoin de crimes sans nombre paie à jamais les impiétés d'une princesse lascive. Condamnée à une lente ruine, les pierres branlantes se détachent, implorant la main des hommes. Roland Guillot, Jean II va partir. Il y a ce premier voyage. Ce premier voyage, c'est essentiellement parce que son père, en plus de la formation littéraire dont on parlait tout à l'heure, sous la férule de ses deux précepteurs, son père l'a initié au droit. Parce qu'il voulait forcément qu'il suive. Le droit paraissait à ce moment-là la voie royale. Oui. Pour réussir en politique, pour réussir à la cour, pour obtenir des postes, même des postes religieux, comme chanoine, etc., il fallait avoir fait du droit. Donc son père, un peu contre sa volonté, je pense, ça apparaît à maintes reprises, et dans une de ses épîtres, il regrette d'avoir abandonné ses chers poètes et de se consacrer à des gens beaucoup moins intéressants, qui sont par exemple Baldus. Il dit que la muse, quand elle est rentrée dans sa chambre, elle s'est enfuie quand elle a vu que ses affreux grimoires avaient remplacé donc Ovide, Virgile, etc. Donc il part en fait une année pour faire carrière, et en août, le père mort, il rentre aussitôt. Enfin pas aussitôt, mais il attend même, il ne passe que la licence, il n'obtient pas le degré supérieur. Avec son frère, donc il rentre en mars 1533. Donc il va, le père meurt en août 1532. Jean II ne va jamais exercer. Non, le droit va lui donner certainement c'était des passeports en fait, c'était pas vraiment des espèces de laissez-passer, des diplômes en droit. Nous avons vu, dans la ville de Mons, un genre nouveau et peu répandu de jeunes religieuses. Il serait plus sûr, selon moi, d'appeler ces pucelles des filles, qui, avant le déjeuner du moins, montrent avec ostentation quelque chose de divin et de sacerdotal. Leurs vêtements, à coup sûr, l'attestent. Alors, elles ne s'occupent, je pense, que de leur sacerdoce. Mais après le déjeuner, elles rejettent leur rôle et deviennent tout ce que vous voudrez. Elles se maquillent, elles se parent, elles dansent, et je m'imagine qu'alors elles sont à notre disposition. Dans l'église de ces religieuses, nous avons remarqué un tombeau qui ne manquait pas d'art et sur lequel était sculpté un cadavre humain gisant et déjà en putréfaction, dont l'aspect seul aurait pu provoquer la nausée, mais il nous a été très instructif de par son sujet, et son art nous a charmés. Roland Guillot, pour revenir au premier voyage. Donc le premier voyage, c'est celui qui mène de Malines à Bourges. Alors dans ce voyage, c'est une sorte de chronique de voyage, de récit, presque de compagnonnage en fait. C'est un carnet de voyage, exactement, où il note au fur et à mesure l'itinéraire, les villes traversées, les monuments importants traversés, les monuments qu'il visite, je veux dire, au cours de les aventures qui leur arrivent, etc., etc. En même temps, ce premier carnet de voyage est un prosimètre, c'est-à-dire qu'il alterne 4 poèmes dans le récit, dans la prose. Voilà. Un
poème au début, où il chante sur un mode bucolique, en quelque sorte, son départ, et puis il dit, non, ça va trop embêter les gens, donc je vais trop ennuyer les gens si je commence sur ce mode-là poétique, j'ai déjà fait. Donc il abandonne au bout de 8 vers, et il réécrit ce départ sur un mode beaucoup plus prosaïque, ce qu'on appellerait un peu sermo pédester, sermo plebeius, etc. C'est une façon d'écrire en prose, en fait. Ensuite, à Paris, le grand poème, la grande méditation sur la fugacité des choses, sur la labilité du temps et des monuments. Enfin, c'est la méditation sur les tombeaux de Saint-Denis, de plus de 100 vers. Il médite sur les 2 tombeaux devant lesquels il tombe en admiration, celui de Charles VIII et celui de Louis XII. Roland Guillot, j'ai l'impression qu'il regarde ces tombeaux un peu vraiment, là pour le coup, comme un sculpteur. Parce qu'il parle de la pierre, mais de la pierre presque vivante. Il est très attiré par la statuaire funéraire. Partout, tout au long de ce premier carnet, reviennent notamment à Mons, où il parle d'un transi, très important, où il est absolument sidéré par le réalisme de la représentation, qui lui donne, dit-il, presque envie de vomir. Et effectivement, il parle de ces 2 tombeaux sur ce mode. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Je pense que cette description des tombeaux de Saint-Denis, notamment si on examine un petit peu les variantes, etc., montre qu'il y a certainement derrière un projet politique, un petit peu politique, qui est le soutien à Charles Quint. Parce que les 2 grands, à ce moment-là, d'Europe, étaient Charles Quint et François Ier. Lui, forcément, de par son pays, est contre François Ier et forcément défend Charles Quint. Il hait les Français, c'est un des traits de son caractère, il est très francophobe, à maintes reprises ça apparaît. Il les trouve sans gêne, il les trouve grossiers, il les trouve russes, enfin les villes françaises sont sales. Voilà, donc il y a cet aspect. Cette description des tombeaux de Saint-Denis, il y a certainement la revendication un peu derrière cela de ce qui était à l'époque la translatio imperii et studii, voilà, c'est-à-dire le passage du pouvoir et des études dont on se bat après les Grecs, ça a été donc l'Italie du Quattrocento. Les Français voulaient en quelque sorte devenir le centre rayonnant de l'Europe. Et Second réclame, semble-t-il, pour lui, pour son empereur et pour les artistes de son pays, notamment lui, cet apanage. Voilà. Et puis, dernier poème, le 4e, qui s'insère dans ce premier carnet de voyage, l'arrivée à Bourges, saluée sur un mode élogieux, là où habite le grand maître Alciate qu'il vient. Parce que Alciate, ce qui l'intéresse, en fait, je pense qu'il a choisi Bourges et Alciate parce que Alciate était un poète en même temps. C'est quelqu'un qui a certainement produit le best-seller du XVIe siècle avec ses emblèmes. On a au moins une centaine d'éditions. L'emblème était un genre vraiment spécifique du XVIe siècle et du début du XVIIe. Mais donc c'est un mélange de l'icône, de l'image et d'un texte, avec une devise inscrite également sur l'image. Et il y a des liens qui se tissent entre le texte et l'image. Et donc, certainement à fonction didactique et pédagogique, et Alciate a publié un livre d'emblèmes, Emblemata, qui a été un véritable best-seller. Voici qu'un taureau fonce à l'improviste sur le jeune homme. Celui-ci agrippe de ses mains les 2 cornes, bloque la course du monstre et son élan furieux. On croit qu'il va lui briser les cornes. Il ne le fait pas. Et on laisse la gloire au petit-fils d'Alcée pour qu'on n'oublie pas pourquoi l'Achéloüs roule encore aujourd'hui des flots décornés. Pourquoi est-ce que Jean II est parti en Espagne ? Alors s'il est parti en Espagne, c'est essentiellement pour faire carrière, parce que la cour était là-bas, était à Monzón, en Aragon, ou à la Almunia de San Juan, enfin c'est un petit village à côté de Monzón, les Cortés étaient tenus là, et il s'agissait pour lui, son frère était déjà secrétaire du conseil privé de Charles Quint. Grudius, un de ses frères, donc, était déjà en quelque sorte dans la place. Donc il espérait certainement que ce frère lui ferait avoir un poste important.
Et c'est pour cela qu'il part. Et il dit que dès qu'il a assez d'argent, il va rentrer, parce qu'il dans une de ses lettres, parce qu'il ne se plaît pas du tout en Espagne, ça ne lui convient pas, le climat ne lui convient pas. Il est malade, en plus. Bon, c'est de là qu'on pense il aurait attrapé le paludisme. D'autres disent qu'il aurait attrapé la syphilis. Enfin, il serait mort. Disons que le climat espagnol, hein, il se plaint souvent de sa fièvre, qui le tenaille, d'une fièvre quartz, qui le tenaille. Il n'a qu'une seule idée, certainement, c'est d'obtenir un poste important en Belgique, d'avoir un poste de religieux, de chanoine, qui va lui rapporter beaucoup et qui va lui permettre de mener sa carrière poétique tranquillement. Voilà. L'idée est là. Je pense que la stratégie, c'est celle-ci. Il rentre très très malade. Dans une de ses épigrammes, il le raconte, ce voyage qui a dû être extrêmement... Il est obligé de s'arrêter pendant près de 2 mois à Poitiers. Hein. On n'en est pas sûr, mais presque sûr qu'il séjourne chez un de ses compatriotes qui est venu faire son droit à Poitiers. Poitiers était une grande université française au XVIe. Poitiers, Orléans, Bourges. Et il fait une sorte de pause de près de 2 mois, hein, chez ce Cornelius Mucius, qui est un de ses amis qui séjourne à Poitiers. Avant de rentrer définitivement, on pense peut-être par bateau même, hein, ce qui signifierait qu'il n'aurait même pas eu la force de rentrer à cheval, hein, chez lui, à Malines. Ceux qui lisent dans les étoiles me prédisent une mort prématurée. Mais moi, c'est le cus, mourir prématurément m'est bien égal. La descente aux eaux du Styx est la même pour tous. Qu'on le suive lentement ou rapidement, il n'y a qu'un chemin. Si je disparais tôt, je verrais tôt Minos, le lac du Léthé et le chien à 3 têtes. En attendant, petit, prépare-moi du vin ambré, et que Lydie allonge sous moi sa douce cuisse. Le chemin qui mène à Orcus se parcourt à pied, que Vénus et Bacchus me servent de monture. C'est ainsi que je veux faire cette longue route. Est devenue cette mer que l'épouse de Titan avouait, mais belle outil amoureuse, mais qui la neige effaçouette. Qu'est devenu de Cythère et d'Éris et de Chypre le plus beau? Cette tombe, l'honneur gîte, et du monde, et d'amour. C'était Une vie, une œuvre par Florence Marguier avec Claudie Balavoine, Roland Guillot, Olivier Serre, Michel Cazenave.
Texte lu par Julie Pouillon et Daniel Snick. Guy de Tours. Donc, ma mignarde, baise-moi, donc, ma gaillarde, approche-moi, afin que 1000 fois je baise et suçote tout à mon aise ta bouchette, mignardement, ta bouchette, gaillardement. Que mignardes et longuettes, nos languettes s'entrechoquent mollement. Yann de la Gessée. Que folâtre je baisote et suçote ces deux coraux embellis. Que je vois errer mon âme sur ce baume, sur ses œillets et ses lys. Pierre de Ronsard. Puis, mettant la bouche sienne, tout à plat dessus la mienne, je la mords et suis remords. De ça et de là me darde sa languette frétillarde, au bord, dedans et dehors. Ecco, suol nemico di donne amiche all'ubriaco nome. Sopra rivolga l'odiosa vista e fuggo ciò che l'alba porge. Prise de son, Michel Thomas, Benjamin Vignal, Bruno Martin. Mixage, Guy Senot. Réalisation, François Connac.